Je sais pas, je pense que Nadia a fait un tirage de ce poème-là, qu'elle distribuera, comme ça, parce que malheureusement le livre est épuisé et il peut être réédité peut-être au cours de 13, je ne sais pas. Voilà donc pour Yassine Kateb. Pour Abdelhamid Benzine, quoi il faut dire que la trajectoire était quasiment différente. Au moins sur le plan de la forme. Parce que Abdelhamid a opté, si Yassine a opté pour l'écriture comme arme, et s'est jeté dans la gueule du loup en partant en France, notamment, j'ai oublié tout à l'heure de dire une chose importante, il y a eu son blog et il y a eu son acte politique, éminemment politique, c'est la conférence qu'il a donnée dans la salle des actes à Paris en 1947 sur l'émir Abdelkader et l'indépendance algérienne. Ça a consacré en quelque sorte le début de sa carrière politique. Donc pour Abdelhamid, c'était différent. Dès le départ, il est resté plus longtemps, après les émeutes du 1945, il est resté plus longtemps en prison. Il a donc décidé, dès sa libération, vers la fin 1946, à rejoindre encore une fois le PPA, parce qu'il était déjà militant avant 1945, à rejoindre le PPA organiquement. Et c'est comme ça qu'il a eu à assumer de nombreuses responsabilités, notamment dans l'Est algérien. D'abord dans le PPA clandestin, le PPA interdit, parce qu'après 1945, le PPA a été interdit tout simplement par le pouvoir colonial. Et c'était le premier parti nationaliste qui réclamait l'indépendance nationale. Ce n'était pas, par exemple, comme l'UDMA de Farhat Abbas qui demandait l'émancipation de la société algérienne dans le cadre de la République française. Donc, Abdelhamid a continué, et après l'amnistie qui a été promulguée en 1946, qui a vu la naissance du MTLD, le mouvement pour les libertés démocratiques, pour le triomphe des libertés démocratiques, ce qui a un peu remplacé le PPA, sans le remplacer parce que le PPA continuait à l'époque à exister, clandestinement, et surtout l'os était là, c'est-à-dire que le bras armé du parti, avant 1945, qui a été dissout en 1950, pourquoi? Parce qu'il y a eu elle a été démantelée par la police française. Donc il est venu, il a été délégué à partir de 1950 en France, où pour s'occuper un peu des ouvriers de l'immigration qui étaient surtout dans des syndicats français de la CGT à l'époque. Il a été délégué parce que, il faut dire des choses, c'est que des gens comme Sali à l'époque appréhendaient un peu la mainmise des communistes sur les ouvriers. C'est pour ça qu'il a essayé d'envoyer, de déléguer des militants qu'il considérait comme les mieux formés. Et Abdelhamid était parmi ceux-là. Il faut rappeler qu'Abdelhamid a été rédacteur en chef d'Alger Républicain et directeur d'Alger Républicain et a eu une distinction en tant que journaliste d'une association de droits de l'homme américaine. Donc en 1953, au contact de la classe ouvrière française, au contact des syndicats surtout, il y a eu une prise de conscience sociale, une prise de conscience de classe. Et c'est comme ça qu'il est allé voir Moussa El Hadj à l'époque, qu'il vénérait, pour nous soit dit, parce que
Moussa El Hadj, pour les nationalistes, pour les indépendantistes, c'était une sorte d'icône. Il avait une aura terrible. Donc il le respectait, il a été tout simplement lui dire, attirer son attention sur le programme du parti qui, selon lui, présentait une grande lacune dans la mesure où les préoccupations de la classe ouvrière, des travailleurs, n'étaient pas prises en charge. Et c'est là où Moussali, après l'avoir regardé longuement, lui a dit « Ah, si Abdelhamid, les communistes t'ont eu », ça sonne beaucoup plus fort en arabe parce qu'il lui a dit « Si Abdelhamid, Chiyu'in Klaouk, t'ont bouffé ». Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, il l'a raconté lui-même. Il s'est levé, il a effacé, du coup, toute la vénération des années qu'il avait pour cet homme-là, qui, il faut lui rendre cette justice, à Moussali, hein, il a été le père fondateur du mouvement national en Algérie, du moins sous sa forme contemporaine, moderne. Donc il est sorti de là-bas, il est descendu à Marseille, il a pris le bateau pour Alger, et il a rejoint, sous le conseil de communistes ici, français, Alger républicain, où il y avait déjà Henri Adler qui était, etc. Et c'est comme ça qu'on sait qu'en droit, il est devenu communiste, c'est-à-dire qu'il a rejoint le parti communiste. Voilà. Et moi, j'ai éprouvé aussi le besoin d'écrire sur cet homme-là parce que j'ai considéré que c'était le prototype de militant que les jeunes générations gagneraient à connaître. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure à un jeune, il m'avait interviewé, aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse qui est humaine, qui s'élève à l'idéal humanitaire le plus élevé. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est-à-dire au 3e millénaire, des millions de gosses, je dis bien des millions de gosses, d'enfants, crèvent de faim en Afrique, en Amérique latine et en Asie, faute d'avoir du lait, et au même moment, dans l'Europe et aux États-Unis d'Amérique, les pays développés, des millions et des millions d'hectolitres de lait sont balancés dans les rigoles pour ne pas créer une crise économique. Il ne faut pas créer de surplus de production. Vous voyez un peu le paradoxe. Et il faudrait que le jeune aujourd'hui arrive à cet idéal humanitaire pour que tout le monde vive bien. Quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit ses croyances, que l'humanité a besoin beaucoup plus de ça que des guerres qui sont maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des peuplades qui veulent continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. Et je pense notamment à la société américaine. Bon, ceci donc pour revenir à Abdelhamid, qui a été au confluent de toutes les luttes. Abdelhamid Benzine, qui a différé l'acte d'écrire en 1945, a commencé à écrire à partir de 1962. C'est-à-dire à la libération du pays, c'est comme ça. Il a écrit en 1962 Le Camp, préfacé par Henri Adler. En 1965, il a écrit le journal de marche. En 1989, Lambès. Lambès, c'était une centrale hideuse, une centrale prison, dans les Aurès, qu'il a fait, et qui a vu beaucoup de patriotes algériens vivre des moments pénibles. À la fin des années 60, il a écrit La Montagne et la Plaine, une série de récits des petites gens, comment que vivaient les petites gens, et l'exploitation, et la torture, et comment qu'ils vivaient leur quotidien. Avoir faim, par exemple. Hein. Manger de la talgota qui est un tubercule indigeste. Il a écrit donc il avait écrit
la fin des années 60 dans une édition clandestine du parti auquel il appartenait, le parti de l'avant-garde socialiste, auquel j'ai appartenu. Je le revendique. Donc, c'était en fin de soirée. Ce livre-là a été réédité en 90 chez l'Adib. Mais la première édition, la première publication, était préfacée par Ketib Yassine. Et justement, pour conclure avec un peu peut-être Abdelhamid, je vais vous lire tout simplement cette préface à l'édition clandestine du Pax qui a été éditée en 90 par les éditions Al-Adib. Voilà ce que dit Yassine sur Abdelhamid. Il connut avant moi la prison à 15 ans. Il fut le premier militant que j'ai eu la chance de rencontrer. Nos deux familles étaient voisines dans le village de Bouga, ex-Lafayette. En ce temps-là, dans les années 40, Abdelhamid Benzine m'intimidait beaucoup. J'étais encore à l'école et lui c'était un grand, c'est-à-dire qu'il était interne au collège de Sétif. Pendant les vacances, comme il revenait au village, mon père lui demanda de me donner des cours de mathématiques. Dès la première leçon, la glace fut rompue. Ni livre, ni cahier, mais de longues promenades. Nous discutions passionnément des journaux qu'il lisait et faisait lire autour de lui. Mais je ne savais pas que j'avais devant moi un militant déjà formé à la vie clandestine. Quand j'entrais au collège en 1941, il était déjà un des membres les plus actifs du Parti du peuple algérien, illégal. Je le suis plus tard par un autre camarade de classe, Taklit Taïb, qui habitait le même village. Aujourd'hui, Taklit est enterré au cimetière des Martyrs, et voici que Benzine, en qui ni lui ni moi ne soupçonnions un écrivain, nous parle des hommes qui, comme Taklit, ont versé leur sang pour la liberté, l'idéal de notre jeunesse. Et ses amis, dans le cadre d'une association des amis d'Abdelhamid Benzine, ont édité chez les éditions Chihab, donc un livre qui reprend toutes ces chroniques, qui sont tout simplement, enfin il faut les lire, hein, et qui ont été donc titrés de notre histoire au quotidien. Je vous remercie. Merci Omar. Merci beaucoup. Je passerai tout simplement la parole à Natacha, qui va lire un extrait, un court extrait de Tel Ghouda, et qui va vous donner un peu une idée de ce qu'a été Tel Ghouda. Vas-y, ma fille. Cela faisait plus de 3 heures que nous marchions. S'il est vrai que nos souliers ne s'étaient pas tellement usés, nos pieds par contre avaient été mis à mal. Notre fierté de valeureux militants du Parti populaire algérien prit un sérieux coup. Nous dûmes nous avouer mutuellement notre incapacité à poursuivre une marche qui se métamorphosait en une si dure épreuve. Nous nous arrêtâmes au bord de la route, à l'orée d'une petite forêt qui longeait un immense champ nu. Il n'était pas question d'enlever nos chaussures, au risque de ne pouvoir continuer. Préoccupés par le lamentable état de nos pieds, nous n'avions pas remarqué la femme et les 2 enfants qui se trouvaient au milieu du champ. Ce furent les cris hystériques du garçon, apparemment plus âgé que la petite fille, qui retinrent notre attention. Il était en prise avec une buse qui, après avoir piqué sur lui, essayait de lui arracher quelque chose qu'il tenait fermement dans la main. Le moment de panique passé, la femme se rua vers l'enfant en agitant ses bras et en criant pour faire fuir le rapace. La petite fille, pleine de fougue, se jeta dans la bataille en lançant des pierres en direction de la buse. Elle ne put l'atteindre, mais fit diversion. L'oiseau se retira, plana un moment au-dessus d'eux, puis reprit son attaque en piquant de nouveau. La femme protégeait de tout son corps le garçon dont la main était ensanglantée. La petite fille, toujours fougueuse, continuait à lancer des pierres contre l'oiseau. Ses coups étaient plus précis cette fois. Les pierres habilement lancées touchaient à maintes reprises le rapace qui s'éleva dans les airs,
vola au-dessus de leur tête et fila au loin en direction du mont à bâbord. La fillette lança un cri de victoire et courut vers la femme et le garçon. Elle avait vaincu la buse. Blottis dans le fossé, nous avions suivi la scène de loin, désarmés et impuissants. Ouf, heureusement que cela s'est bien terminé. Dans l'état où nous sommes, nous n'aurions pas pu leur porter secours. La petite Zara était bien vaillante. Tu les connais? Lui demandai-je. Oui, c'est la femme d'Amar, le peintre et ses enfants. Ils habitent non loin d'ici, dans une misérable masure que leur Soulou le commis des colons. Amar est tuberculeux. J'ai appris qu'il était bien malade ces derniers temps. À l'été, il ne bouge plus de chez lui. La femme est encore jeune. Sa beauté est vraiment singulière. Elle n'est altérée ni par la misère qu'elle semble vivre, ni par les privations qui, sans doute, doivent être son lot quotidien. Voilà que tu deviens poète. C'est vrai qu'elle est belle. Regarde-les. Ils fouillent la terre comme des bêtes affamées. Ils cherchent certainement des racines de Talgouda. C'est ce tubercule que tenait le garçon dans la main et que la buse cherchait à lui arracher. Les moineaux qui s'étaient réfugiés dans le feuillage des arbres envahirent à nouveau le ciel et reprirent leur balai dans un déferlement de battements d'ailes. La femme avait peur. Elle sursautait au moindre bruit, au moindre mouvement. Ses grands yeux noirs trahissaient cette appréhension que l'on ne s'explique pas, que l'on ressent. Ses longs doigts fins continuaient pourtant à creuser la terre, une terre stérile, appauvrie par de longues années de sécheresse, une terre qui n'arrivait plus à enfanter, qui ne produisait plus rien, sinon cette tubercule indigeste qui remplit les ventres, mais ne nourrit pas. Talgouda. Les petites mains des enfants accompagnaient celles de leur mère dans leur quête désespérée de survie. Même dans l'effort, leur corps menu restait collé au sien pour mieux se prémunir contre la faim et la mort. Son corps à elle, désormais décharné, appauvri par la misère, ressemblait à cette terre inféconde. Un corps là qui refusait obstinément de se défaire des derniers vestiges d'une beauté éblouissante. La mère et le garçon étaient pieds nus. Ceux de la petite Zara étaient emmaillotés dans des morceaux de sac en jute, entourés et retenus par des lanières de gros tissus. Sans doute pour la protéger des morsures de douloureuses gerçures. Les trois étaient vêtus de guenilles, vêtements rapiécés, lacérés, profondément usés, mais propres. Les cheveux en broussailles de la fillette laissaient apparaître un large front intelligent. Son regard, quand elle le portait sur la mer, était empreint de douceur et d'une sensibilité lumineuse. Les moineaux dans le ciel accentuaient leur concert, comme s'ils voulaient avertir d'une menace. La femme leva alors les yeux à la recherche d'un quelconque rapace et serra contre sa poitrine un couffin miteux dans lequel elle avait pu réunir quelques racines pour les préserver du rival venu du ciel. Le regard fixé sur les cieux, elle négligea de scruter le pâle horizon de cette journée glaciale. Des collines surgissent soudain, 3 cavaliers, 3 hommes armés. Le bruit des sabots frappant le sol dur attira son attention, ajouta à sa frayeur. Elle agrippa davantage le couffin et enveloppa ses enfants de bras protecteurs. « Merde !» s'exclama Tayeb. « C'est Amar, le fils du colon. Il est plus mauvais qu'un scorpion, toujours à l'affût de sale coups. Il ne se déplace jamais seul. Ses 2 valets indigènes l'accompagnent partout. Des félons aussi crapules et aussi lâches que lui. » Les cavaliers arrivaient sur les lieux au galop, comme s'ils allaient charger un ennemi puissant. Arma avança vers la femme.
Les deux autres restèrent en retrait, dociles et serviles. Les chevaux piaffaient d'impatience. Ils voulaient galoper pour libérer leur trop plein d'énergie. Celui du colon grattait nerveusement le sol. « Que faites-vous sur mes terres, toi et tes enfants ?» dit-il d'un ton arrogant. De son regard avide, il la dénudait sans aucune gêne. Elle rougit un moment, puis se reprit. « Sidi, je suis venue déterrer quelques racines de Talbouda. Mes enfants ont faim. Et mon époux est rongé par la maladie honteuse. Que Dieu vous en préserve. » C'est ce que j'appelle une violation de domicile. Si j'allais voir l'administrateur, tu irais en prison. Tout ce qui est sur mes terres m'appartient, même si c'est des racines de Talbouda. Alors, rends-les-moi ou paye-les-moi. Oui, Sidi, je serai votre servante, je ferai votre lessive, je repasserai votre linge, je ferai votre ménage. Non! Pour cela, il y a assez de mouquères à la ferme. Il y a bien d'autres façons de payer quand on n'a pas d'argent. Bien que vêtue de haillons, tu es belle. Et tu dois être assez intelligente pour comprendre. Si tu veux la Talbouda, tu en connais le prix. Outré, Taïeb allait bondir. Je l'ai retenu et plaqué au sol à temps. N'oublie pas, ils sont tous trois armés. Nous sommes deux, menus et handicapés. La femme avait compris l'allusion et encore une fois, elle rougit. Un puissant sentiment de révolte envahit tout son être. Comment cette énergumène indigne pouvait-il penser pouvoir la souiller, elle, la fille des Tolbas? Il descendit de son cheval d'un geste brusque, puis arracha le couffin. Zara, les yeux inondés de larmes qu'elle retenait dignement, la tira par son vêtement et lui dit « Viens, maman. Partons. Papa attend. » Aussitôt, l'idée que le père de ses enfants puisse mourir sur un lit froid, faute de pouvoir manger, s'empara de son esprit jusque-là lucide. La fille reculait. Elle supplia alors le fils du colon d'avoir pitié d'elle. Il lui répondit par un sourire narquois de conquérant. Elle reprit le couffin, le donna à son fils et lui dit « Amène ta sœur et rentrez à la maison. Je vais venir. » Leurs regards se croisèrent comme des éclairs une nuit d'orage. Celui de la femme était chargé de mépris. Son regard à lui exprimait une appétence qui rappelait un rude animal. Elle se dirigea vers un forêt à l'orée de la forêt. Il la suivit haletant, comme un chien de chasse, le souffle rapide et saccadé. Il laissait couler sur ses lèvres minces l'écume d'une salive dégoûtante. Avant d'arriver au bosquet, il se déculotta. Son ventre blanc libéra alors à l'air libre sa viscosité et ses bourrelets de graisse. Son corps, otage de l'instinct bestial, était traversé par des tremblements étranges. Le petit garçon prit sa sœur par le bras. Il voulait lui faire quitter les lieux. Elle s'arracha à lui et resta campée sur ses frêles jambes, le regard, lourd de sens, pointé sur l'orée de la forêt. Les moineaux, comme pour adoucir sa douleur, descendirent des cimes des arbres et se posèrent sur les branches de la futaie. Du bout de leurs ailes, ils tentaient d'effacer la souillure du viol de la femme et de la femme. Un silence effrayant suivit ce moment de folie. Révolte et rage s'engouffraient dans une déchirure qui ne faisait que s'approfondir. Nos cœurs étaient mortifiés, nos corps engourdis, l'esprit stupéfait, nous restions au fond du fossé sans oser nous regarder. Un douloureux sentiment de honte paralysait nos sens, langue ligotée, yeux comme frappés de cécité. Oreilles bourdonnantes, nous errions dans un désert des certitudes où la fuite de Zara s'alliait au cri de rage du moineau blessé. Effrayant silence
nous chassa du fossé, refuge de notre lâcheté. Il nous accula, nous poussa à nous lever et à marcher. Nous traînions la patte, tête baissée, jusqu'à Bougaa, toujours sans oser nous regarder. Peut-être même mieux que moi. Je vais donc parler de Rabah Belhamri. Excusez-moi la prononciation, hein, je prononce à la française. Alors pourquoi lui? Eh bien parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer. Ça fait déjà une trentaine d'années. C'était à Fougères, il venait dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse présenter un livre de contes aux éditions Castor Junior, pour ceux qui ont connu ces éditions-là. Et il n'y avait pas grand monde devant son stand, et je me suis pris à discuter avec lui, et j'ai découvert là quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui, bien sûr, a écrit des contes, a retranscrit des contes, mais qui était surtout un romancier et un poète. Et dans un premier temps, c'est le poète vraiment qui m'a séduit et qui m'accompagne toujours. Hein. Alors, quelques mots sur la biographie de Belhamri. Il est né en 1946 à Bougaa, à côté de Séville, donc on en a parlé à plusieurs reprises. Et ce jeune garçon donc grandit comme tous les jeunes adolescents de son âge à Bougaa, mais très rapidement il souffre d'un décollement de la rétine, et ça va le conduire à la cécité complète en 1962, donc l'année de l'indépendance de l'Algérie. C'est là qu'il est devenu aveugle. Alors malgré ça, il va continuer ses études. Il va suivre l'Institut pour jeunes aveugles à Alger. Je ne sais pas exactement. Peut-être, je ne sais pas si ça existe toujours ou si au moins ça a changé de nom. Ensuite, il va suivre des études à la faculté à Alger. Et en 1972, il va arriver en France, et en France, il va continuer ses études puisqu'il va soutenir une thèse de doctorat sur un écrivain qui s'appelle, je crois, Louis Roland, miroir de l'idéologie colonialiste. Hein. C'est un écrivain un peu oublié, mais écrivain qu'on pourrait qualifier de colonialiste, hein, si on peut qualifier ainsi un écrivain. Et donc, Rabah Belhamri continue son travail d'auteur, de poète. Alors, c'est un essayiste aussi, et il a consacré un essai à Jean Sénac, pour qui il a une grande admiration. Alors, Rabah Belhamri est sans doute moins connu. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il a malheureusement qu'il est décédé prématurément, puisqu'il est mort en 1995, au mois d'octobre 1995. Il est mort au cours d'une intervention chirurgicale au cœur. Alors, je ne sais pas, moi j'ai quand même, depuis que je le connais, je le suis un petit peu. Pas complètement inconnu, je dirais, puisque, alors je ne sais pas si vous connaissez le poète breton Yvon Lemaine. Hein, il est actuellement à Brazzaville pour le Festival Étonnant Voyageur à Brazzaville, et il a édité il y a quelque temps une anthologie qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 poèmes. Il a repris des articles qui tenaient hebdomadairement, je crois, dans Ouest France. Et pour illustrer la poésie algérienne, eh bien, ma foi, il a choisi précisément Rabah Belhamri. Je vous lis juste un tout petit passage que Yvon Lemaine, enfin un poème que Yvon Lemaine a consacré, a dédié à Belhamri lors de son décès, à Belhamri et à son épouse Yvonne. Tu étais dans le noir, et du noir tu faisais dans nos yeux la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir de ce noir.
Pas complètement inconnu non plus, puisque un de ses romans dans lequel il raconte justement sa jeunesse, hein, c'est un roman tous ses romans ont été publiés par Gallimard, et celui-ci, Le Regard blessé, a donc été repris en livre de poche, oui c'est ça, en livre de poche aux éditions Folio. Dans ce roman autobiographique, il nous raconte bien le double drame qu'il est en train de vivre pendant son adolescence. Hein. Il a 16 ans en 1962, les progrès de sa maladie qui vont le laisser aveugle, et la guerre, hein, avec toutes ces meurtrissures, ces déchirures, les douleurs qui sont vécues par ce jeune homme. C'est un roman... c'est un livre absolument admirable que j'ai lu plusieurs fois et que j'espère bien relire encore. Je voudrais juste, avant de vous lire un poème de Belhamri, j'ai pas été trop long, que ça va. Non, mais je ne veux pas lire quelques lignes. Alors il y a 3 lignes hein, d'un hommage que Le Clésio, donc prix Nobel de littérature, que tout le monde connaît bien, a écrit à propos de Belhamri pour le journal Le Monde, quelques jours après son décès. Son œuvre parlait de la difficulté d'être, de l'exil, de la solitude, mais elle nous parlait aussi de tendresse. Elle nous emportait dans son élan vers les humiliés, vers tous ceux que la violence contemporaine broyait, abandonnait. Donc c'est Le Clésio qui parle ainsi. Alors, je voudrais juste ajouter quand même, à propos de Belhamri, c'est un livre qui raconte le progrès de sa maladie et les meurtrissures de la guerre, mais c'est en même temps un livre qui est plein d'humour. Il y a des passages absolument hilarants quand il raconte les traitements, par exemple, que lui faisait subir sa mère, voyant l'échec de la médecine officielle, avait recours à des guérisseurs plus ou moins exotiques, disons. Et on a le droit à des passages absolument d'un très très grand comique. Donc c'est un livre qu'on peut toujours trouver chez Folio et qu'il faut lire. Alors je vais juste conclure et je vais faire comme ça la liaison avec Gérard qui va nous parler de Jean Sénac, un poème de Rabat Belhamri écrit en 1982 à la mémoire de Jean Sénac, pour vous donner un petit peu une idée du style de poésie. Déblaient les chemins et notre chance de croix, de croissant ou de voyage dans le regard assassiné de celui qui a planté notre source dans sa bouche, belle comme une espérance de môle, une fraîcheur d'algues sur la hanche. Ouvre la mémoire d'orge dans les décombres de cet autre été vertical de vertige. Tu nous as aimés, intense dans la syllabe incendiaire, confiant dans la gerbe écrite de douleur. Si la goutte d'ombre n'engendre le jour, à quoi bon le sang de la rose ? L'ange noir de tes tourments hante les caves de la ville et les eaux qui montent, ni gué, ni colombe, nulle arche de lumière à l'horizon. Sur ta course de gazelle, Kaaba avant l'erreur témoigne une vérité d'os iliaque solaire. Jean de la Girelle, l'oubli nous ferre les chevilles, le rêve a roulé dans la vase et le givre dénude nos doigts, nu la poitrine, nu le poème après la danse du roi. Voilà, c'était donc un texte de l'ami Omar Al-Shalal, pour rappeler qu'on peut distinguer, je parle sous ton contrôle, on peut distinguer trois grandes périodes dans la littérature algérienne. La période des grands anciens, celle des grands anciens dont tu as parlé, avec oui, la famille Amrouche, Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun, Mohamed Bib. La génération de la rupture,
avec Kateb Yassine, Jean Sénac, mais aussi Aïd Jafer, Ismaël Aïd Jafer, et aussi Jamal Eddin Ben Cheikh. C'est la génération qui a connu les massacres de Sétif directement, comme dans sa chair, et dans la chair de sa chair, comme Kateb Yassine, ou indirectement comme les autres. Sénac, par exemple, était en Sana, il se soignait de sa tuberculose, juste au moment des événements de Sétif. Ensuite, la génération de la relève, ce que j'appellerais la relève, avec, je place Jamal Amri, Youssef Septi, et tant d'autres, dont Rachid, le grand Rachid, voilà, qui eux ne partent plus du français comme les autres. Ils ne partent plus de la littérature française. Ils partent d'une littérature francophone. Ils partent d'une littérature où on trouve la sénégalaise Marianne Abba, le sénégalais Sangor, le martiniquais Aimé Césaire, les Marocains Abdelatif Labi, etc., le Québécois Régent de Chartres. On n'est plus dans la France, dans la littérature française, dans le cours de français. On est dans une littérature francophone, mondiale, internationale. Les descendants, ils partent de là. Mais de là, Kateb Yassine et ses contemporains, ils produisent ça. Ils produisent cette littérature, qui est une littérature de rupture, en ce qui les concerne. Sénac en fait partie. Sénac, il est né le 26 novembre 1926 à Bédissaf. Sa mère était originaire de Catalogne, son grand-père maternel était venu travailler à la mine de fer de Bédissaf. Il n'a pas connu son père, il porte le nom de sa mère, Jeanne Coma. C'est qu'à l'âge de 5 ans qu'il est reconnu par Edmond Sénac, un compagnon de sa mère. Il passe son enfance à Saint-Eugène, qui est le quartier populaire pied-noir d'Oran. Bon, il traverse une crise religieuse, morale, etc. à l'adolescence. Il entre à l'école normale d'instituteurs en 1943, où il fonde, avec quelques amis, l'association des poètes obscurs. Et là, on ne peut pas ne pas penser à ce film, les poètes du club des poètes disparus. C'est en 1946 qu'il fait la connaissance d'Emmanuel Robles, lequel est déjà en contact avec nous depuis longtemps, avec Mouloud Ferraoun, puis avec d'autres écrivains de l'école d'Alger, au premier plan évidemment Camus, pour lequel le jeune Sénac a une certaine admiration. Mais aussi d'autres, comme René Jean-Claude, Gabriel Audicio, Jules Roy, ce qui s'appelait à l'époque l'école d'Alger, c'était les Français de l'école d'Alger. Donc l'impact des manifestations de Sétif est amorti puisqu'il est en Sana, mais cependant il développe à travers ses correspondances avec Camus, puis avec Mohamed Dib, avec Jean Cayrol aussi. Jean Cayrol qui est un ancien déporté, un grand écrivain, aujourd'hui un peu oublié, ancien déporté, qui a écrit L'amour des autres, Je vivrai l'amour des autres, et dont Sénac publie en 1949 un inédit dans une éphémère revue d'étudiants. Il est en contact avec Jules Roy, qui est un mec qui restera toujours écartelé et qui sera toujours un Algérien de cœur, un lucide. Il n'est encore à cette époque qu'une étoile montante de la nouvelle et jeune poésie française, mais déjà il côtoie l'universitaire anticolonialiste Antoine Mandouze. Il travaille comme metteur en ondes à Radio Alger et il réunit sous le titre de Mesure d'homme les poèmes écrits entre 1946 et 1947. En 1950, un autre recueil, Terre prodigue,
qui deviendra plus tard Terre possible, n'est pas publié faute de moyens. Le même Cénacle anime la revue Soleil, dont le premier numéro paraît en janvier et qui durera jusqu'en 1952. On approche là des événements de l'indépendance. Et en 1952, la revue cessera. On est au numéro 8. La revue dure donc au moins 3 ans, près de 3 ans, jusqu'au numéro 8. Il illustre les textes de Mohamed Dib, de Mouloud Feraoun, ainsi que les dessins de Sauveur, Caliero, etc. Pelayo, Orlando Pelayo, Baya, Yeles, Abdelkader Guermaz. Cette revue est le lieu, en quelque sorte, il en fait le lieu d'un compagnonnage avec les artistes qui l'entourent. Et il a, ce qu'il a toujours fait jusqu'au bout, tressé en quelque sorte les relations éditoriales, les relations pratiques de coopération, de compagnonnage avec les peintres, avec les plasticiens. Il prend contact simultanément avec les milieux nationalistes algériens, du PPA, de l'UDMA, Ferhat Abbas. Il devient aussi proche du Parti communiste. Ayant obtenu avec son ami peintre Galliero une bourse pour la Fondation Lourmarin, il arrive en France en 1950, rencontre René Char. Il s'arrête sur les bords de la Sorgue pour rencontrer René Char. Puis il monte à Paris, côtoie la bohème libertaire, il est surveillant de nuit aux apprentis horticoles de Versailles. De retour à Alger en octobre 1952, il reprend son activité alimentaire à Radio Alger, puis fonde, à l'aide d'un mince héritage, une autre revue, la revue Terrasse, qui ne connaîtra qu'un numéro. Mais avec un bon comité de rédaction, on retrouve Mohamed Dib, Jean Maisonsol, Mouloud Mamri, José Pivin. Cette revue, dont il signe le manifeste radical, et il n'a que 26 ans, là, il confirme son talent de catalyseur, c'est-à-dire qu'il catalyse les relations avec des écrivains avec lesquels il est en accord, mais aussi avec des peintres, des artistes. Alors la revue connaît en 1953 un certain retentissement à Alger, dans l'ouest algérien. C'est à cette époque qu'il reprend contact avec les milieux nationalistes du PPA et du MDLV. En juin 1954 paraît son premier recueil, Poème, 54, juin 54, c'est-à-dire quelques mois avant, 5 mois avant le déclenchement de l'insurrection. Et ce recueil de poèmes est préfacé par René Char. Ça paraît dans la collection Espoir, qui est dirigée par Albert Camus. Alors Albert Camus, avec lequel il a une correspondance assidue, pérenne, Albert Camus est considéré par lui, et Camus le lui rendra, jusqu'à la rupture, jusqu'au moment de la rupture, considéré par lui comme son père spirituel. En outre, retour à Paris, il refuse de réintégrer Radio Alger. Il avait, dans une émission sur Mouloud Mamri, employé l'expression de patrie algérienne en 1954, c'est-à-dire au moment du déclenchement de l'insurrection par le CRUA. Alors sa santé un peu souffre, donc il est poursuivi. Dès le début de 1955, il entre en contact avec Taleb Ibrahim, qui est le responsable des fédérations de France du FLN. Il a de nombreuses rencontres avec des membres de l'immigration algérienne, évidemment, avec Jaffer, Khateb Yassine, Recréa, Jean Imbouche. Il participe au début 1956 à la grève de la faim des étudiants indépendantistes de l'UGMA, la grande grève de 1956, retentissante, et à l'installation de l'imprimerie clandestine de El Moudjahid chez l'éditeur Souberville, qui publiera en 1957 son recueil « Le soleil sous les armes ». Tandis que la revue Esprit fait paraître, c'est même cette même année, ces 2 mêmes années, ses poèmes les plus radicalement anticolonialistes. L'année suivante, ils rompt définitivement avec Camus, 1958. Ils rompent avec Camus. Alors ça me parle beaucoup.
moi, je n'ai pas eu la honte avec Camus, simplement je me souviens que nous étions allés voir Camus en 56 avec un pied noir communiste qui habitait à Paris et qui connaissait Camus. Et il nous dit, j'étais en uniforme parce que j'étais rappelé. Et j'étais en train d'organiser l'insurrection, enfin, la grosse manifestation de mon bataillon. Et il m'a dit, viens avec ton uniforme et on va voir Camus. Et Camus avait refusé de nous recevoir. Voilà. Et c'est là qu'il avait dit, on avait eu la primeur de la fameuse phrase entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. C'était un long débat. Donc, il rompt avec Camus. Intéressant aussi, la rupture avec Camus, il était allé... intéressant, juste deux mots sur la rupture avec Camus. Il va dans le bureau de Camus, Camus était au sol, je crois, je sais plus. Enfin, dans le bureau de Camus, là, il était directeur de publication, et il lui fait une scène violente qui dure une bonne heure, et puis il claque la porte, il s'en va en claquant la porte, en disant adieu. Une minute, juste une minute, voilà. Juste une minute, pour dire que à partir de 65, il a été quand même secrétaire de l'Union des écrivains algériens, dont il a été écarté, donc il a dû démissionner en 65. Bon, il a été certainement un des catalyseurs de la jeune poésie algérienne à travers une émission dont il avait la charge, poésie. Voilà. Et puis, bon, mais voilà, pareil, dès 70, il commence à sentir le bûcher, en quelque sorte, le soufre. Son homosexualité est de plus en plus critiquée, de plus en plus pointée. Il est obligé de démissionner de Radio Alger. Ses amis le pressent de quitter l'Algérie, de quitter Alger. Mais il continue à écrire, il continue à faire des lectures publiques, et dans la lecture, une des dernières lectures publiques, qu'il assure, en 72, il proclame son homosexualité. Voilà, et il est assassiné un an plus tard. Et un de ses derniers poèmes, avec ses derniers poèmes, où il dit « Jeunes gens, vous serez des hommes libres, vous construirez votre destin, vous construirez une culture sans race, vous comprendrez pourquoi ma mort est optimiste, je ne me suicide pas, je vis, voilà ma signature. » Il écrit aussi, dans ce recueil qu'il ne verra pas puisqu'il sera mort, sur un lit sans repos, terre cruelle, terre aimante des assassins. L'enfant ne trouve plus sa mère, ni la main de l'ami, ni la ruelle du bon. Merci Gérard. Sur Belabri, il faudrait dire une chose, c'est que cette année, c'est-à-dire en 2012, un double hommage lui a été rendu. Lui qui s'est peu connu, d'abord par le Salon du Livre de Sétif, sa région natale, et par le Salon international, par la suite d'Alger. Et que je dirais que les conditions... D'abord, son livre, son œuvre la plus marquante, c'est le soleil sous le tamis. Oui. C'est son premier ouvrage, et c'est là où son talent d'écrivain, de romancier, est apparu. Parce que Le Regard blessé, c'est un peu son drame. Oui. C'est comment il a vécu. Ça, d'autant plus qu'il faut rappeler qu'il a été victime d'abord d'obscurantisme
dans lequel baignaient un peu les Algériens, surtout avec les méthodes traditionnelles, après. Hein, et il est tombé au mauvais moment.